Eh bien, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc effectivement, j'ai laissé passer un peu de temps au temps pour savoir un petit peu ce que j'allais dire sur le résultat de ces législatives et voir ce qui allait se passer. Et pas simplement être dans la réaction de toutes les conneries qui arrivent quotidiennement et qui sont caduques le lendemain, donc c'est un peu sans fin. Donc histoire de tirer des enseignements qui sont un petit peu solides, j'ai attendu quelques semaines avant de faire cette vidéo. Et on va revenir sur le résultat de ces élections, mais aussi un petit peu sur les européennes, pour expliquer aux castors ce qui a bien pu se dérouler, et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un gouvernement du NFP qui a été nommé là dans ces 20 jours qui ont suivi l'élection. Parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, et ils ne comprennent pas trop ce qui va leur arriver. J'avais déjà fait une vidéo justement là-dessus, sur le NFP égale Macron, très provocateur comme titre. Et certains électeurs du NFP donc se sont copieusement lâchés dans les commentaires à m'expliquer que j'étais un gogol qui ne comprend rien à rien, et que c'était stupide de dire que le NFP c'était Macron, absolument pas, que tout ça allait déboucher sur l'application d'un programme révolutionnaire et que Macron allait pouvoir aller se rhabiller. Donc on va leur expliquer un petit peu pourquoi ils ont voté et ce qui va leur arriver maintenant qu'ils se sont bien fait manipuler. Alors on va commencer par reprendre les élections européennes. Parce que c'est quand même ça qui s'est déroulé au début en juin. Donc il y a un petit peu plus d'un mois, on avait des européennes, des élections européennes, et on nous avait expliqué qu'on risquait de se retrouver avec un Parlement européen dominé par les extrêmes et qu'ils allaient prendre le contrôle de l'Europe et tout saloper, tout détruire. Poutine allait débarquer demain et décider à la place des Européens, enfin tout un tas de conneries. Et tout ça n'était effectivement que des histoires franco-françaises où on a un RN qui est très haut dans les sondages et d'ailleurs dans les urnes, notamment pour les élections européennes, mais ce n'est pas forcément le cas ailleurs en Europe, comme vous pouvez le voir ici, avec ce graphique qui montre la composition du Parlement européen pour la précédente législature, 19-24, et puis la suivante, celle qu'on a élue au 9 juin, 24-29. Il n'y a pas vraiment de changement, ça j'en avais déjà parlé. Ce qui se passe en France n'a pas forcément lieu ailleurs en Europe, et il y a souvent des effets contracycliques, où des fois un pays bascule à gauche quand l'un passe à droite, et puis ensuite c'est l'inverse, l'un passe à gauche quand l'autre passe à droite, et du coup il y a une espèce de composition qui est très... Il y a une énorme inertie dans les compositions des colorations politiques du Parlement européen, parce que bien sûr il y a les colorations politiques, mais après il y a les différences d'intérêts nationaux qui font que des parlementaires d'un même groupe peuvent avoir des intérêts extrêmement divergents. Donc on pouvait voir qu'il n'y avait pas franchement de changement, le PPE restait majoritaire, le groupe des sociodémocrates restait le même, Renew Europe et ELV baissaient par contre, en termes de députés, ils ont pris une claque. Le groupe des conservateurs européens monte un petit peu, or ils ont pris 10 députés, c'est énorme. Et puis le groupe ID auquel appartient le RN, qui comptait 49 députés, s'est fondu dans le truc des Patriotes for Europe avec Orban. Donc là, ils sont à 84 députés. Donc c'est ça, la vague brune au Parlement européen, c'est des mecs qui sont passés de 49 à 84. C'est vraiment très impressionnant. La gauche reste la même, voilà. Et donc, ça a tellement bouleversé les équilibres au Parlement européen qu'on se retrouve avec une Ursula von der Leyen qui est réélue à la tête de la Commission. Ah oui, il fallait vraiment faire barrage aux extrêmes. Fallait que les castors se mobilisent parce que vraiment, l'Europe allait basculer politiquement. Le vote à l'urne s'est tenu à bulletin secret. On va voir que ça a pu en rassurer certains d'ailleurs, ça. 401 députés ont voté pour, 284 contre, 15 blancs, 7 nuls. Donc von der Leyen a été réélue dans un siège, tranquillement, alors même qu'en France, elle n'a pas la cote. Y compris dans les partis politiques, les Verts s'étaient abstenus de voter pour elle. Les LR, qui font partie du PPE, donc du groupe qui porte la candidature de von der Leyen, se sont abstenus de voter pour elle, ou je crois même qu'ils ont voté contre. Elle n'a vraiment pas la cote en France, ça c'est sûr. Et alors on a ici un exemple de castor qui s'est fait niquer. Lubin Darguer, bon bref, c'est un socialiste, pas très intéressant. J'ai fait campagne pour Glucksmann, j'étais de la manifestation du 1er mai à Saint-Étienne, j'ai voté pour lui sans enthousiasme toutefois, au vu de sa ligne social-démocrate. Je sais pas trop de quoi il se plaint, vu que lui-même est un socialiste, mais bon, bref. Il y a peut-être encore différentes nuances. En votant pour lui, je ne votais certainement pas pour reconduire von der Leyen, je suis très déçu. Oh c'est con ça. Voilà, le mec sait pas pourquoi il vote. Et donc on lui a fait le coup du cordon sanitaire. Le cordon sanitaire au Parlement européen, ça vous parle pas, je suis dessus de voir la pauvreté idéologique d'un responsable, blablabla. Et donc ils ont fait le coup du barrage aux extrêmes, du barrage à l'extrême droite au Parlement européen. Là ici, il y a un petit article sur von der Leyen réélue, donc vous avez l'explication de ces pleurnicheries.
Réaffirmant leurs priorités, les présidents des groupes sociaux-démocrates Renew et les Verts se sont également prononcés en faveur d'Ursula von der Leyen après son discours du matin. C'est un moment de bascule et nous avons une responsabilité immense, a souligné Glucksmann, membre du groupe des sociaux-démocrates. Nombreux sont les députés à avoir évoqué un camp démocratique qui se regroupait derrière von der Leyen pour faire face à l'extrême droite, qui a 84 députés. Mais on nous a fait le coup du barrage aux extrêmes, y compris au sein du Parlement, où on se permet de voter pour des gens qui n'ont vraiment pas le cul propre, hein, Ursula, au nom de la démocratie. Donc, les mecs font campagne sur des propositions alternatives, sur des idées parfois radicales, sur des promesses de changement, et à la fin, ils votent pour strictement la même chose, en disant c'est pour protéger la démocratie parce qu'il y a les nazis à la porte, vous comprenez, il faut être responsable. Donc cette petite carabistouille du Parlement européen, où à la fois, au moment des élections, on agite la menace de l'extrême droite, puis après les élections, on s'en sert encore pour faire voter pour les mêmes, eh bien on a eu le même sketch aux élections législatives qui ont suivi. Et tout ça est bien évidemment un sketch. Ici on a par exemple Manon Aubry, qui n'a pas de mots assez durs pour qualifier notre chère von der Leyen, qui fait des grands discours à la tribune pour la critiquer et expliquer que sa politique c'est vraiment de la merde, et elle a été surprise à lui faire l'accolade et des bisous une fois qu'elle a été réélue. Renouveler Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, c'est renouveler un renoncement en matière climatique. Elle ne voulait pas renouveler von der Leyen, mais après, qu'est-ce qu'on voit? Au moment de sa réélection, bras dessus, bras dessous, avec la présidente de la Commission, Manon Aubry, qui serre la main, qui fait des grands sourires, et elles ont l'air très copines, hein. Il n'y a pas de problème, c'est des grands bisous. Et Manon Aubry se fout de la gueule de ses électeurs comme ça depuis des années, à faire des grands discours très radicaux, avec beaucoup d'emphase, beaucoup de critiques, hein, je soutiens votre cause, mais à la fin, ça finit dans les bras de von der Leyen. J'avais fait des vidéos sur elle parmi les plus sous-cotées de la chaîne, je vous invite vraiment à aller les voir, ces 3 vidéos-là. Monsieur Mondialisation qui était tombé dans le piège de la taxe Tobin, et puis ces 2 vidéos sur les listes noires qui expliquent comment les députés européens se foutent de votre gueule sur la lutte contre les paradis fiscaux. Vous aurez toutes les combines sémantiques, c'est là-dedans, avec Manon Aubry en invité d'honneur. Et vous allez la voir proposer des solutions totalement inutiles. En l'occurrence, c'était de proposer un amendement qui n'avait aucune chance de passer, parce qu'elle était minoritaire, un amendement à un texte qui avait une valeur consultative. L'amendement lui-même n'allait pas mettre fin au principe de l'évasion fiscale. C'était un truc complètement anecdotique qui n'allait pas passer dans un texte qui n'a pas de valeur obligatoire, qui n'a qu'une valeur consultative. Mais elle revient à la tribune et elle dit « il faut vous mobiliser pour nous, signer la pétition, bougez-vous sur les réseaux sociaux ». Elle mobilise ses électeurs sur des trucs qui ne servent à rien. Et il y a des gens qui se font berner comme ça. J'ai eu des commentaires sous certaines vidéos qui me disaient oui, Manon Aubry, il faut quand même pas trop taper dessus, elle se bouge au Parlement européen. Non, elle dit des trucs à la tribune et elle est payée 15 000 balles par mois. Donc ça vaut quand même le coup d'avoir un petit peu de duplicité, hein. Il faut bien duper les électeurs, duper les dindons pour se faire réélire, c'est tout. C'est tout, elle en a rien d'autre à foutre. Après, elle est copine avec tout le monde, avec von der Leyen et compagnie. On verra que c'est pareil avec le RN, hein, d'ailleurs, au niveau national. Pas avec Aubry, mais avec d'autres. Donc voilà, ça c'est le sketch, la duplicité des politiciens au niveau européen, où on t'agite la menace de l'extrême droite à tous les niveaux pour tout faire passer. Votez pour les partis que vous ne voulez plus parce que le RN est à nos portes, vous n'avez pas le choix. Et puis ensuite, on a dû voter pour reconduire von der Leyen parce que vous comprenez la menace de l'extrême droite. Et puis bon, tout ça c'est du foutage de gueule. À la fin, tout ce beau monde est bien content d'aller à la sous-soupe. Et donc on nous fait le même coup pour les législatives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et il y a quand même eu un changement d'ambiance entre le premier et le second tour. Hein, où au début, on nous faisait la promotion de Bardella, où il passait dans tous les médias, avec une certaine complaisance, on lui tendait le micro, on lui posait des questions comme à n'importe quel politicien cette fois, sans lui foutre dans la gueule des trucs de racisme, de détails de l'histoire, que pensez-vous des chambres à gaz, et ce genre de choses. On l'a interrogé comme un politicien normal, il a sabordé sa propre campagne en multipliant les renoncements. Ça, j'en avais fait une vidéo là-dessus. Tout le programme est passé à la benne. Ah, on risque d'être élu, on fera plus rien. Non, non, oula. Vous savez, nous, on a proposé des trucs, c'était pour que les électeurs y croient, c'est pas pour le faire. C'est pour avoir leur voix, c'est tout. Hein. Là, quand il s'est agi que peut-être il risquait d'avoir la majorité au Parlement, ouf, on va tout balancer, là.
On va balancer le bébé avec l'eau du bain, il n'y a plus rien. Mécaniquement, les électeurs qui voient ça, ils seront plutôt tentés de ne pas voter RN. Malheureusement, au premier tour, comme on va le voir, il y a eu une vague RN importante, et au second tour, tout d'un coup, ça a changé de ton. Tout d'un coup, on nous a sorti les candidats débiles, qui te sortent des trucs racistes, qui sont sous tutelle ou sous curatelle, qui ont mené des attentats, ou je sais plus. C'était une prise d'otage, une histoire un peu triste d'ailleurs. Et au second tour, là, tout d'un coup, on te sort le barrage aux extrêmes avec la CGT qui va pas de la main morte. Hein. La CGT organisera la résistance et la défense des valeurs de la République si le RN arrive au pouvoir. On avait ici Philippe Béchat qui faisait remarquer que il n'y avait pas de résistance organisée quand il s'agissait d'éborgner les gilets jaunes, d'enfermer les Français, le pass sanitaire, suspendre sans salaire les soignants et les pompiers qui refusaient de se faire vacciner. Là, la CGT, elle n'a pas bougé. Hein. Tout ça, ça va très bien. Par contre, alors, le dirigeant n'a pas la bonne étiquette. Ouh là là, on va organiser la résistance. Hein, et on va défendre les valeurs de la République. Il faudra un jour les définir d'ailleurs, ce serait sympa. Sachant que le RN aujourd'hui a un programme qui s'apparente à celui du RPR dans les années 80-90, quoi. Nouveau scandale parmi les candidats du Rassemblement national. On découvre des candidats du Rassemblement national qui tiennent des propos ouvertement racistes, antisémites, qui ont des liens avec la Russie, qui se positionnent contre le droit à l'IVG des femmes, qui pour certains sont mis en cause qu'ils ont participé à un braquage ou même sont sous curatelle. Donc on voit bien, on ne peut pas confier à ces gens-là notre pays. Le profil de ces candidats et candidates montre le vrai visage de l'extrême droite qui n'a pas changé, qui est toujours un parti raciste, antisémite et contre les libertés et nos valeurs fondamentales. Sophie Binet, et si d'aventure le Rassemblement national avait une majorité absolue ou grâce à des alliances... Ça, c'est le petit laïus qu'on balance aux gens. Ils veulent mettre à bas la République, les valeurs, les libertés, les machins. Ce n'est jamais cité. Et il n'y a jamais de lien avec le programme du RN qui citerait la moindre mesure, qui remettrait en cause quelle liberté d'ailleurs. On ne sait pas. Politique. Après 7 juillet, que se passe-t-il pour vous? Est-ce que la CGT se mobilise? Quelle attitude de votre syndicat? Écoutez, ce qui est très clair, c'est que la CGT organisera la résistance et la défense des valeurs de la République, la lutte contre toutes ces mesures racistes scandaleuses. À travers quoi? À travers des grèves? Mais moi, je ne vais pas faire du syndicalisme fiction. C'est là, aujourd'hui, je mets toute mon énergie à empêcher cette catastrophe. Et ensuite, on en décidera ensemble, au niveau de la CGT, avec les autres organisations syndicales. Et inutile d'aller plus loin. Donc elle met toute son énergie à lutter contre le RN. Et on va voir un petit peu quelles conséquences ça va avoir, et puis elle veut lutter contre le racisme. On en reparlera au cours de la vidéo. Guénolé est allé plus loin, il annonce carrément la création d'un réseau de résistance. Ça c'était le 1er juillet, suite au résultat du premier tour. Réseau de résistance. Le politologue Thomas Guénolé a dévoilé la création d'un réseau de résistance dont feraient majoritairement partie des fonctionnaires. Ceux-ci se prépareraient à l'éventuelle arrivée du RN au gouvernement en envisageant notamment des actes de désobéissance civile. On appelle ça de la trahison, parce qu'ils sont quand même payés pour obéir, les fonctionnaires, c'est leur but, ils fonctionnent. S'ils sont pas contents, ils démissionnent. Ils veulent chier sur la démocratie, puisque normalement, le RN est un parti autorisé. Il a été même encouragé à se présenter en 2022. Hein, ça, il faut toujours le rappeler. Bayrou, en 2022, expliquait que le RN devait avoir les parrainages. Il a encouragé les gens de son parti à donner ces parrainages à Le Pen au nom de la démocratie. Quelques mois plus tard, au second tour, quand c'était Macron-Le Pen, il fallait voter Macron au nom de la démocratie, hein, bien sûr. Si ce parti est à ce point contre les valeurs de la démocratie, les libertés, si c'est un truc de nazi, il faut l'interdire. Mais non, là, on le laisse, on encourage, on lui permet de se présenter, on lui facilite la possibilité de se présenter, mais vous n'avez pas le droit de voter pour lui. À la fin, on a tout fait pour qu'il soit au second tour, mais à la fin, il faudra voter pour nous. Et en plus, s'il passe, on va organiser la désobéissance civile. Donc on va chier sur la démocratie complètement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On a ici donc un vol complet de la démocratie, déjà, vis-à-vis des électeurs du RN. On va parler après des électeurs de l'AFI, parce qu'eux aussi se sont bien fait couillonner. Donc on a les électeurs RN qui votent pour une idée de changement, parfois un petit peu floue, hein, parce qu'ils sont aussi médias dépendants pour beaucoup. Hein, ils votent en fonction de ce qu'ils entendent à la télé, et puis de ce qu'on leur dit. Quand on leur dit si vous n'êtes pas content de la politique de Macron, il faut voter RN. Hein, oula, surtout, il faut voter RN. Hein, ça sera très bien. Comme ça, le RN étant un parti qui ne veut pas gouverner et qui est facile à diaboliser, et qui se laisse diaboliser, eh bien au second tour, vous allez voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est qu'on a le RN qui arrive en tête au premier tour des législatives de 2024 dans 297 circonscriptions, plus de la moitié. Le NFP est en tête dans 159,
circonscriptions, Ensemble dans 170 et LR dans 20. Le reste, on s'en fout, ça fait déjà assez de chiffres. Alors regardez bien cette carte, regardez la densité de marron sur la carte, et pouf, voici le résultat au second tour. Ah tiens, ça s'est coloré en jaune et en bleu, c'est bizarre ça. Oh, comme c'est étrange. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 7 jours? Est-ce que les gens ont changé d'avis? Non, il y a eu de la tambouille. Le RN a eu... Donc on voit qu'ils se sont vraiment fait niquer au RN, puisqu'ils étaient en tête dans 297 circos, ils en ont eu que 143. Donc c'est une division par 2 par rapport au fait qu'ils étaient arrivés en tête au premier tour. Le NFP, ils étaient en tête dans 159 circos, ils ont 182 députés. Et ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu, donc ceux qui vont tirer le plus de bénéfices du front républicain, ça va être les LR et Ensemble, qui étaient respectivement à 70 et 20 circos où ils sont arrivés en tête, mais ils en remportent 168 et 46. C'est-à-dire fois 2,5. On voit vraiment à qui a profité le front républicain. Et le fait d'avoir un espèce d'épouvantail au second tour, ça a complètement sauvé les LR et Ensemble. Rentrons un petit peu plus dans le détail avec les voix. Le RN a eu 10 millions de voix au premier tour, 143 sièges à l'arrivée. Ensemble, 6,6 millions de voix, 159 sièges. Donc ils ont plus de sièges malgré près de 4 millions d'électeurs en moins. Idem pour le NFP, 3 millions d'électeurs en moins, mais 40 sièges de plus presque, 180 sièges en tout. Le mieux, c'est les LR. Le RN a eu le double des députés de LR, 67 contre 143, mais avec 4 fois plus de voix au premier tour. Donc on voit que les électeurs du RN sont marginalisés dans le système actuel, où on encourage les gens qui ne sont pas contents à voter RN au premier tour. Regardez, Bardella, comme il est jeune, comme il est dynamique, et quel sera votre programme pour les retraites, et qu'est-ce que vous pensez de la Russie. Et puis au second tour, au fait, vous vous souvenez, c'est des nazis, faut pas voter pour eux. Faut qu'on s'arrange maintenant entre nous pour marginaliser le RN. Voilà, une fois que les classes populaires ont voté pour ça, on va le dégager. Et ça va être le rôle du NFP d'ailleurs de faire ça. Donc vous avez encore plus flagrant en Bretagne en termes de déni de démocratie. Alors là par contre c'est les voix au second tour. 15 députés Ensemble pour 681 000 voix. 0 député pour le RN malgré 543 000 voix. Pas mal, hein? C'est la démocratie. 9 députés pour le NFP avec 340 000 voix. Et puis ensuite, il y a les autres. Donc voilà, 0 député avec presque 90% des voix d'Ensemble. Eux, ils en ont 15. Vous en avez 0. Vous dégagez de la vie politique. Donc, les mecs qui votent RN se font entuber. Parce qu'ils votent pour un parti qui ne veut pas se faire élire et qui est complice de la combine. Et qui sert au second tour à faire élire tous les mecs qu'on veut plus. Il y en a d'autres qui sont fait couillonner et qui sont à la LFI. Alors là... Dans la vie des castors, faire des barrages est le projet d'une vie. Ce jeune castor découvre avec son père les techniques familiales pratiquées depuis des générations. En politique, il y a 2 approches. La première consiste à défendre ses idées et à tenter de convaincre le plus grand nombre. La deuxième consiste à faire barrage aux idées de ses opposants. C'est dans les années 90 que le castor découvre son utilité en politique. Alors que la République est en grand danger, des milliers de castors se mettent à œuvrer pour faire barrage aux extrêmes. Face à l'immense succès de cette technique, le rusé castor banquier comprend qu'il peut gagner sans avoir besoin d'un programme. La technique est simple. Il a seulement besoin de créer la peur pour mobiliser les castors de France. Ils feront alors le reste du travail pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Avec les années, cette technique a toujours fonctionné et aujourd'hui, en 2024, malgré une fatigue générale, elle suscite encore l'intérêt chez de nombreux castors qui en ont fait une mission de vie. Là, le castor, il est bien dilaté. Hein. Le Front républicain a-t-il marché? Découvrez les reports de voix au second tour. Une enquête Ipsos permet de découvrir quels camps se sont tournés vers les électeurs orphelins de leurs candidats, éliminés, blablabla. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des duels, LR, RN, NFP ensemble. Les partis dont le candidat n'est plus au second tour vont devoir se reporter sur un des 2 candidats. Donc on va voir ce qui se passe et si le Front républicain a bien fonctionné. On peut voir déjà qu'il fonctionne très bien dans les duels LR-RN. Ah, il fonctionne à fond. Autant Ensemble que NFP se mobilisent.
Il y a 28% d'abstention quand même pour le NFP, un peu moins chez Ensemble, et ils sont plus enclins à voter pour un candidat LR. La LFI, enfin le NFP aussi, vote énormément, à 70% pour les candidats LR, et très très peu pour le RN, 2%, 4%. Donc là, on est vraiment sur le front républicain du Castor de très bonne qualité. On les félicite. Par contre, quand les LR doivent se mobiliser pour choisir entre un candidat Ensemble et RN, ils traînent un peu les pieds. Et beaucoup plus que le NFP. Le NFP se comporte de la même façon qu'avec les LR, toujours 72% votent Ensemble, 3% RN, 25% d'abstention. Donc, ils les traitent de la même façon. Ensemble, les LR, on fait barrage au RN, on joue le jeu à fond. Par contre, les LR, Ensemble, ça traîne un peu les pieds. Seulement 53% pour Ensemble et 26% qui votent RN. Donc déjà là, on est sur un Castor qui se fragilise un petit peu, mais ça reste Ensemble, alors ça va. Par contre, quand il s'agit de voter pour la gauche, là, il n'y a plus de front républicain pour LR. C'est terminé. Ici, dans le sondage, ils ont distingué au sein du NFP la LFI, qui ferait un duel contre le RN, et puis le reste de l'alliance PS, ELV et PCF contre RN. Et donc, on a en face donc les reports de voix des LR et des Ensemble qui n'ont plus de candidats au second tour et qui doivent choisir. Et là, on voit que les LR s'abstiennent majoritairement, ils ne vont pas voter. Quand ils sont en face de soit la gauche molle, soit le RN, majoritairement, enfin en premier, ils ne vont pas voter. À 34%, ils votent RN, et seulement à 29% pour un candidat de gauche molle. Il n'y a plus de barrage républicain, c'est terminé. Et c'est encore pire avec la LFI, 36% d'abstention, donc c'est quasiment pareil, 38% votent RN, et 26% pour la LFI. Par contre, on voit que le NFP, dans son ensemble, donc LFI plus tout le reste, quand il s'agit de soutenir les LR face au RN, eh bien, il vote à fond pour les LR, 70%. Les LR ne jouent pas le jeu en face. C'est pareil pour Ensemble, mais dans une moindre mesure. Ils votent à 54% quand c'est le NFP gauche molle, 15% quand même votent pour le RN. Et quand c'est la LFI, ça baisse. 43% votent pour LFI, tandis que 19% préfèrent voter RN. Et c'est les premiers à nous casser les couilles sur la montée des extrêmes, oulala, il faut faire attention, le RN c'est pas bien, mais on préfère quand même presque le RN à la LFI. Le barrage aux extrêmes n'est pas aussi marqué que celui du NFP. Alors il faut garder un petit peu cette réalité en tête, parce qu'après ça va avoir des conséquences. La première déjà des conséquences, c'est que le Front républicain fonctionne à fond en raison de la mobilisation du NFP pour Ensemble et les LR. C'est eux qui tirent leur épingle du jeu. C'est ce qu'on a vu ici dans cette comparaison des cartes entre ceux qui arrivent au premier tour en tête et ceux qui sont réellement élus. On voit que LR et Ensemble bénéficient à fond des désistements du NFP qui, eux, selon ce sondage, se mobilisent au second tour pour LR et Ensemble, quand LR et Ensemble sont un peu plus fragiles sur le front républicain. La conséquence de cela, c'est l'évolution du résultat entre 2022 et 2024, où évidemment on a le RN qui a 60% de députés en plus, ils en avaient 89, ils passent à 143 sièges, dont 126 rien que pour le RN, parce qu'il y avait aussi l'alliance Ciotti. LR, UDI baisse quand même un petit peu, mais ils sauvent vraiment les meubles. Les mecs étaient partis pour dégager complètement de l'Assemblée nationale. Seulement moins 9,5% de députés. Ensemble, moins 35%. Ils ont osé dire que c'était une victoire. C'est guignol. Ils ont utilisé le score aux européennes. Et ils ont dit, vous avez vu, on a fait tant aux européennes et on a fait plus aux législatives de 2022. Quel parti pourrait prétendre une telle évolution ? Enfin, de 2024, pardon. Quel parti pourrait prétendre une telle évolution ? On a vraiment fait un très très bon score, moins 35% de députés. Et vous voyez aussi ceux qui tirent leur épingle du jeu au sein du NFP. PS, plus 127% de députés. Ils en avaient une vingtaine. Ils sont passés à 64 sièges. ELV, plus 43%. Et la LFI qui baisse, moins 5,6%. Ils avaient 72 députés, ils en ont 71. Pareil pour le PCF, mais c'était plus anecdotique. Donc la LFI, dont le candidat en 2022, Jean-Luc Mélenchon, a fait 22% des suffrages à la présidentielle, s'est complètement fait bouffer et phagocyter par ELV et le PS dès le premier tour. Et au second tour, on leur a dit, au fait, il y a la menace du RN. Donc vous allez devoir, les candidats NFP qui arrivent troisième se désistent et vous allez voter pour des mecs de droite et d'Ensemble.
Parce que sinon, vous êtes un nazi et un salaud. Et les mecs, ils y vont. Les mecs vont voter PS dès le premier tour. Et au deuxième, ils votent pour des mecs de droite et des mecs d'ensemble. Complètement zinzin. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça déjà dès le premier tour? Parce qu'ils savaient très bien qu'une gauche divisée, c'était donner un boulevard, effectivement, à des candidats ensemble et RN. Et puis un petit peu LR. Et la gauche, c'est la gauche là, qui aurait dégagé de l'Assemblée nationale. Parce qu'ils s'étaient bien tapés dessus pendant les européennes. Et s'ils étaient arrivés tous divisés, chacun présentant son candidat sous son étiquette, effectivement, il n'y aurait plus grand monde de gauche dans l'Assemblée. Donc ils étaient bien obligés déjà de faire le NFP. Ils se sont bouchés le nez au premier tour pour voter PS et Écolo. Et puis ils se font encore entuber au second tour. C'est ce qu'on voit en fait dans cette composition de l'Assemblée, où LFI avait 72 députés, Écolo 23, PS 24, et il se retrouve ici avec 71 députés, PS 58, Écolo 31. Il y a un moment où vous avez été complètement utilisé comme du PQ, et maintenant vous allez être jeté. Je ne voterai pas un seul texte du NFP, déclare Gérald Darmanin, élu député dimanche dernier grâce au désistement du candidat NFP et au report du voix des électeurs, comme on a pu le voir dans le sondage, où Darmanin a bénéficié à fond, ici, d'un report de voix à 70%. Et les mecs, sinon, ils vont même pas voter RN, ils s'abstiennent. Donc, les voix du NFP ont totalement servi à faire élire Darmanin, qui, sitôt élu, dit « Au fait, vous êtes des connards, et je vais me torcher le cul avec vos propositions ». Idem ici pour ce député Ensemble réélu dans l'Essonne, sans doute là aussi, avec des voix de la gauche. Et on va écouter ce qu'il disait. Il dit exactement ce que j'avais annoncé dans la vidéo sur NFP égale Macron. Vous allez écouter ça. Oui, c'est la question du jour. Il faut qu'on arrive à trouver une majorité pour gouverner, une majorité à l'Assemblée nationale. Première étape, on a exclu le RN et permis qu'il ne soit pas au gouvernement. Première étape, le mec te dit, il assume, on a exclu le RN pour qu'il ne soit pas au gouvernement. Par des jeux d'alliance, de coalition, de désistement. Si les gens veulent voter RN et avoir un gouvernement RN, vous êtes qui en fait pour empêcher cela? C'est le respect de la démocratie version En Marche, quoi. La démocratie, c'est quand on est d'accord avec eux, on commence à être un petit peu habitué. Deuxième étape, il faut qu'on arrive à exclure la France Insoumise pour qu'elle ne soit pas au gouvernement. Ça n'est pas possible, c'est inimaginable. Et donc, il faut qu'on construise une grande coalition avec, en élargissant autour de la majorité présidentielle, à droite comme à gauche, sur la base d'un programme, évidemment, pour pouvoir gouverner un vrai programme de gouvernement. Pour avoir un programme, il faut des idées en commun, finalement. Aujourd'hui, quels seront vos alliés? Oui, bien sûr, mais quels seront vos alliés? Ça, nous pouvons avoir des alliés à droite, les LR, comme à gauche, le Parti socialiste ou les écologistes. Je vous donne deux exemples. Le premier, sur l'écologie. On peut se mettre d'accord avec les écologistes qu'il faut accélérer la transition écologique et y mettre encore plus de moyens. Par contre, on ne peut pas se mettre d'accord qu'on peut faire la transition écologique sans le nucléaire. Ça doit être une ligne rouge. Mais on peut se dire qu'on veut accélérer la transition écologique. Je vous donne une autre idée, des idées qui peuvent porter d'une... Bon, vous avez compris. Maintenant, on va dégager la LFI. Maintenant qu'on s'est bien servi d'eux pour se faire élire. Ouh là là, attention, les extrêmes sont là. Votez pour nous. Votez pour nous. On en prendra compte après les élections. Oui, bien sûr. Donc maintenant, vous allez dégager. Et puis, on va faire notre bloc central avec notre petite tambouille entre le PS, Ensemble, les Républicains, les écolos. Et puis voilà. Et puis, ça fera une majorité. D'ailleurs, ça le fait, hein. L'arithmétique est bonne. Le respect de la démocratie version En Marche. Vous n'avez pas le droit de remettre en cause le cadre en fait de la politique, de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN et de tous ces trucs-là. Et donc on va faire notre bloc central pro-européen. Donc ça a été le son de cloche qu'on a entendu un petit peu partout, après dans la semaine dans les médias. Une coalition sans LFI ni le RN, une solution ou aberration, donc tout le monde a mis son petit avis. Et les gens ont découvert en fait que le NFP n'était qu'un marchepied pour utiliser les voix de la gauche pour faire élire des types qui sont Macron compatibles. Et on a ici Cambadélis qui nous explique que la gauche devrait comprendre qu'elle n'a pas gagné en fait, hein, qu'ils sont pas majoritaires. Parce que ça c'est un peu les andouilleries après qu'on essaye de faire passer aux électeurs, où on leur dit le NFP a gagné, Macron doit nommer un gouvernement du NFP, c'est obligatoire, on est majoritaire à l'Assemblée. Non, vous n'êtes pas majoritaire. Vous êtes la première coalition en nombre de députés à l'Assemblée. Mais déjà, le premier parti, c'est le RN, et la première coalition, c'est le NFP.
et personne n'a la majorité dans l'Assemblée, tout le monde est très loin de l'avoir, et il va falloir faire une coalition extrêmement large pour pouvoir former un gouvernement et voter le budget. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit Cambadélis, qui explique que les députés LFI là, qui s'imaginent déjà au grand soir, enfin ça c'est ce qu'ils racontent à leurs électeurs, ils les prennent pour des cons, donc ils nous vendent le grand soir, le NFP a gagné, vous allez nommer un député, un premier ministre tout de suite issu de nos rangs, et puis on va appliquer notre programme et tout ira bien. Avec quelle majorité? Vous avez 180 députés, qui va voter vos textes? C'est ridicule. La décomposition continue. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une candidature au perchoir. Tout ça, ça tient au fait que le président de la République ne veut pas reconnaître sa défaite et que Jean-Luc Mélenchon pense qu'il a gagné. Il ne propose aucun nom non plus. Il pense que Jean-Luc Mélenchon pense qu'il a gagné. Et Marie Tondelier vient de vous dire, on a gagné. Or, il manque 100 voix. C'est le problème du perchoir. C'est-à-dire qu'on peut se mettre d'accord sur un nom, mais si vous n'avez pas 100 voix venant d'ensemble ou d'autres, bah, vous ne pouvez pas passer. Donc on est complètement dans le leurre. La gauche n'arrive pas à comprendre qu'elle a perdu le premier tour face au Rassemblement national et qu'elle a gagné le second tour, enfin qu'elle est en tête au second tour plutôt, parce qu'il y a eu le Front républicain, donc des centristes, des hommes et des femmes de droite ou autres ont voté pour les candidats. Oui. Ça a été à tel point quand même que le LFI s'est retiré face à Darmanin ou Madame Borne. Donc alors c'est marrant parce que là il fait un contre-exemple. Il dit la gauche a été élue avec les voix de la droite, à tel point que c'est la LFI qui s'est désistée face à Darmanin et Borne. Donc oui, la LFI a vraiment joué le jeu, y compris les électeurs. Par contre, on avait vu dans ce sondage, qui certes est un sondage, mais on voit qu'ensemble et les LR, quand il faut voter LFI ou le NFP, ils traînent un peu les pieds. Hein. Contrairement au NFP, qui eux ont bien joué le jeu du Front républicain. Donc dire le NFP n'est pas légitime parce qu'ils ont été élus avec les voix du centre et de la droite, ouais, faut le dire doucement quand même. Hein. C'est surtout le centre et la droite qui ont été sauvés par les voix du NFP au second tour et les désistements. Ils ont été bien sympas de sauver votre cul d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces combines de désistements, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu une majorité de députés RN. Parce que quand vous avez une triangulaire avec le RN qui arrive en tête, au second tour, il y a tellement peu de report de voix dans la situation actuelle, vous auriez eu exactement le même résultat au second tour qu'au premier, avec un RN en tête, donc le RN gagne au second tour, le député est élu, et puis il se retrouve avec une majorité ou pas loin. Donc le NFP a été bien obligé de jouer cette combine aussi du désistement pour torpiller le RN, mais si il y a autant de députés ensemble et LR à l'Assemblée, c'est parce que le NFP s'est désisté. Hein. Sinon, il y aurait eu probablement autant de députés NFP à l'Assemblée qu'il n'y en a maintenant. Peut-être une majorité RN, donc ça c'est un problème qui les dérangeait, mais par contre, ensemble et LR, ils auraient dégagé FISA. Donc quand on te dit le NFP, il faut quand même qu'ils rabattent leur caquet parce qu'ils ont été élus avec le Front républicain, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Parce que ceux qui ont été élus plusieurs fois d'ailleurs avec le Front républicain, c'est ensemble. 2017, aux législatives, 2022, presque à chaque élection, on te fait le coup de l'extrême droite, il faut voter pour nous. C'est nous ou les nazis, c'est nous ou le chaos. Et d'ailleurs, Macron avait dit, quand il avait été élu en 2022, j'ai bien conscience de ne pas avoir été élu sur un vote d'adhésion, mais sur un vote de refus des extrêmes, et j'en tiendrai compte. Ça, c'était au moment où il a été élu. Et l'année suivante, on avait vu qu'il exigeait qu'on ne lui parle plus de cette histoire de Front républicain, qu'il a été élu, qu'il est légitime, et que les autres peuvent aller se faire foutre. Ça vaut pour lui, qui n'avait pas la majorité aux législatives de 2022. Ensemble, n'avait pas la majorité absolue. Ils avaient une majorité relative, construite d'ailleurs avec la droite, pour complémenter un peu les députés qui leur manquaient, mais ils étaient légitimes à former un gouvernement malgré le fait qu'ils n'avaient pas la majorité absolue. Par contre, le NFP, qui est le premier groupe, tant que ça dure, premier groupe à l'Assemblée, eux, ils ne sont pas légitimes à former un gouvernement parce que finalement, il manque quand même beaucoup de voix. Et c'est vrai d'ailleurs. Donc Cambadélis qui explique que la France insoumise devrait se calmer et qu'il va falloir commencer à se tourner vers une alliance un petit peu plus large pour avoir une vraie majorité, parce que 180 députés, effectivement, on ne dirige pas un pays avec ça. Il va falloir aller chercher plus loin. Mais la LFI veut absolument croire qu'ils ont gagné les élections. Et donc là, vous avez un sketch qui est en train de durer quelques jours. À la fin, tout ça va finir chez Macron, ou il peut y avoir plusieurs options. Mais ensemble va être dans la combine, c'est obligatoire. À moins de faire une alliance avec le RN. Ce qui m'étonnerait.
Ici, on a donc LFI qui se retire des discussions sur la formation d'un gouvernement. Donc ça a été la grande marotte après l'annonce des résultats du second tour. On a eu, je sais pas, une dizaine de propositions de noms pour être Premier ministre. Un tous les 2 jours, presque. On a eu tout le monde, je crois. À la France Insoumise, ils nous ont sorti Bompard, ils nous ont sorti Panot, Clémence Guettet, qui d'autre encore? Mélenchon, bien sûr. Alors après, comme ils en voulaient pas, ils en ont sorti d'autres. Enfin, c'était sans fin. On va pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la France Insoumise se retire. En fait, elle fait pression. Nous ne participerons à aucune discussion supplémentaire sur la formation d'un gouvernement tant que la candidature unique à la présidence de l'Assemblée nationale ne sera pas acquise et que le vote n'aura pas eu lieu. Nous y reviendrons pas tant que le Parti socialiste n'aura pas renoncé à son veto sur toute autre candidature que la sienne. Donc on a ici 2 choses très intéressantes. Déjà, la LFI et le Parti socialiste sont en concurrence, en compétition à couteau tiré pour savoir qui est à la tête de cette coalition de gauche. Donc qui va désigner le Premier ministre? La LFI dit qu'ils sont légitimes à le faire parce que Mélenchon a fait 22% en 2022 et qu'ils sont le plus gros groupe parlementaire de la coalition, tandis que le Parti socialiste fait valoir ses scores aux élections européennes. Mais bon. Ça vaut pas grand-chose. Donc le PS veut absolument nommer un candidat dans ses rangs, la LFI aussi, tout ça patine. Et il faut aussi gérer les postes à l'Assemblée nationale, parce qu'une fois que les députés sont élus, après il faut réélire le bureau. Il y a 2-3 postes qui gèrent la vie de l'Assemblée nationale, des questeurs, des secrétaires, des présidents de commission, et puis bien sûr le président de l'Assemblée. Déjà, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un Premier ministre, ils doivent encore se mettre d'accord sur un nom commun pour la présidence de l'Assemblée nationale. Et ça a été encore des mélodrames et des psychodrames et des trucs assez pathétiques. On se croirait dans une cour d'école. Tout ça a patiné et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pendant ce temps, Gabriel Attal a présenté sa démission, mais elle a été refusée. Et la LFI, enfin certains députés ou militants de la LFI se plaignent que Macron n'a pas encore nommé un Premier ministre du NFP. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un refus de la démocratie et du vote. Il refuse de constater sa défaite. Et déjà, les mecs sont même pas foutus de donner un nom au sein du NFP. Ils ont réussi là ces jours. On va voir combien de temps ça dure. Mais pendant 2 semaines, il n'y avait pas de nom au sein du NFP, clair, unique. Donc après, il ne faut pas s'étonner si Macron ne désigne pas un Premier ministre parmi ses rangs. Alors pendant ce temps, Gabriel Attal est resté Premier ministre, le gouvernement est resté en place, y compris avec Darmanin qui disait que au lendemain des législatives, il ne resterait pas un jour de plus dans le gouvernement, il y est toujours. Pareil pour Bruno Le Maire qui a eu des mots très durs envers son patron, Attal aussi. Bon, tout ça est toujours au gouvernement, bon, très bien. Et Attal a été officiellement élu président du groupe des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, puisque Attal a été réélu député avec les voix du NFP. Donc là aussi, ça pose un petit problème de démocratie, puisqu'on a un candidat qui est Premier ministre, il est censé travailler, il est censé avoir du boulot en tant que Premier ministre, je ne sais pas, gérer les affaires de la France, surtout que les finances publiques partent en sucette en ce moment et que la France a perdu son double A. Elle a été rétrogradée par certaines agences de notation, on peut même voir le FMI est en embuscade, on va en parler à la fin, donc il y a des soucis. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a passé son mois de mai à récupérer la campagne des européennes de Valérie Ayé. Ayez pitié d'elle. Il n'est pas candidat pour les européennes. Il n'est pas sur la liste. Il est ministre d'ailleurs. Il n'a rien à foutre à militer pour un parti politique en particulier. Mais il a passé un mois à faire campagne pour un parti tout en étant ministre. Et une fois que les européennes sont passées, qu'est-ce qu'il a fait? Campagne pour les législatives. Donc pendant 2 mois, on a payé un mec à faire campagne pour un parti en particulier alors qu'il devait être Premier ministre. Et il est toujours là à être Premier ministre, alors qu'il a démissionné. Bon, tout va bien. Et pendant ce temps, il s'est fait réélire lui-même député. Il se fait élire président d'un groupe à l'Assemblée, et il siège à l'Assemblée. Il vote en tout cas. Pourtant, l'article 23 de la Constitution indique que les fonctions du membre de gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Donc il y a des gens qui sont députés et qui sont parfois nommés ministres. Dans ce cas-là, ils doivent démissionner de leur poste, leur suppléant prend leur place, et souvent ce qui se passe, c'est que quand ils quittent leur poste de ministre, ils reprennent leur poste de député. Mais là, on va voir qu'il y a eu un chevauchement. Et c'est ce qui va permettre d'ailleurs de faire réélire Yael Braun-Pivet, reconduite à la tête de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est comme Van der Leyen, réélu.
alors que personne n'en voulait en France, réélu à la tête de la Commission européenne. Tout le monde s'en fout, voilà. On s'en fout. Vous avez voté majoritairement apparemment pour des candidats et des partis qui voulaient une autre Europe ou un changement de politique au sein de cette Europe. Même les mecs qui ont voté Glucksmann ne sont pas contents. Les écolos et même les LR s'étaient abstenus de voter pour von der Leyen. Ils l'ont quand même. Donc la démocratie, on se torche avec. Braun-Pivet, reconduite à la tête de l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Vous avez l'écrasante majorité des gens qui ont voté pour autre chose qu'Ensemble, surtout au premier tour, qui est à la tête de l'Assemblée nationale, une meuf issue de Ensemble. Formidable. Grande victoire du NFP. La macroniste Yaël Braun-Pivet a été réélue présidente de l'Assemblée nationale à l'issue de 3 tours incertains. Elle devance de 13 voix le communiste André Chassaigne, qui était donc le candidat soutenu par le NFP, donc là ça va être intéressant. Elle promet de présider en tenant compte des nouveaux rapports de force. Son élection a été rendue possible notamment grâce au vote de 47 députés de droite. Éric Woerth, ancien élu LR passé chez En Marche, veut voir dans ce soutien la possibilité d'une future coalition. Oh tiens donc. Le bloc central, on vous a aidé à vous faire élire la présidence de l'Assemblée, donc maintenant, si on fait une coalition, il faut quand même nous donner quelques sucres. Voilà. Et donc, Éric Woerth, Darmanin, Borne, tous ces gens-là, ils ont été réélus avec les voix du NFP. Et ils ne seraient jamais passés sans. Parce que le RN était arrivé en tête. Dans la plupart des circonscriptions où ces gens ont été élus, si le candidat du NFP ne s'était pas désisté, avait maintenu sa candidature, et donc que les électeurs avaient maintenu leur vote en l'état, eh bien c'est le RN qui aurait gagné face dans des triangulaires. Et donc Éric Woerth a quand même été réélu avec les voix du NFP. C'est dingue. Et ensuite, Éric Woerth est à l'Assemblée nationale, vote contre le candidat du NFP pour être à la présidence de l'Assemblée, et il dit maintenant il faudra nous renvoyer l'ascenseur dans une future coalition contre le NFP évidemment, et surtout la LFI. Parce qu'on veut bien s'allier avec les écolos et le PS, ils sont un peu sages. Il faut aussi qu'ils aient le sens du compromis. Mais le LFI, ça dégage. Voilà. La gauche fustige un déni de démocratie, une manipulation. Oulala. Elle estime que les manœuvres de la majorité sortante et de la droite l'empêchent d'accéder au gouvernement. Oui, vous les avez fait élire en même temps, donc faut pas se plaindre. La victoire de Yaël présage-t-elle l'arrivée d'un Premier ministre macroniste soutenu par LR? Possible. Emmanuel Macron a déclaré qu'il tiendrait compte de l'élection au perchoir au moment de nommer le Premier ministre. Par contre, tenir compte du nombre de voix pour chaque parti, là non, là on s'en fout. On va reprendre le nombre de voix. RN, NFP, 17 millions d'électeurs. Et à la fin, tu vas te retrouver avec un gouvernement majoritairement Ensemble, les Républicains et puis quelques fractions du NFP qui, eux, ne font même pas 10 millions des voix. Donc il y a 60% des électeurs dont le vote va passer au panier. C'est la démocratie. C'est français. Pas mal, hein? Alors, autre douille. Donc Yaël Braun-Pivet a été réélu avec 13 voix d'avance, sachant que 17 ministres d'Emmanuel Macron ont participé au vote dans l'hémicycle. Contre la Constitution. Ces gens, alors forcément, le résultat n'aurait pas été différent puisqu'ils auraient dû se désister en tant que députés et c'est leur suppléant qui aurait été député, qui aurait voté de la même façon. Mais dans la forme, ce vote est inconstitutionnel normalement, puisqu'il y a 17 ministres qui ont voté en tant que députés pour la présidente de l'Assemblée. N'importe quoi, c'est complètement con. Et c'est d'autant plus symboliquement scandaleux qu'elle a été élue avec 13 voix d'avance, alors qu'il y a 17 voix qui sont inconstitutionnelles. Mais il y a pire en termes de magouille, puisque apparemment, c'était pour un autre vote, celui de la vice-présidence de l'Assemblée nationale, il a été annulé pour irrégularité. Il est apparu que 10 enveloppes en trop ont été disposées dans les urnes. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bourrage d'urne à l'Assemblée nationale, le député NFP-LFI, Adrien Clouet, indique que cela a eu lieu dans une pièce fermée entre le RN et macroniste, où les insoumis étaient interdits de surveiller le dépouillement. Donc ils ont fait voter les gens avec le petit spectacle au sein de l'Assemblée nationale, où tout le monde vient, met son petit bulletin, et puis ensuite on prend l'urne, on se planque dans un coin, on rajoute 10 papiers... N'importe quoi, c'est la tambouille à tous les étages, à tous les niveaux, et ces gens chient totalement sur la démocratie et instrumentalisent les institutions à n'en plus finir. Donc que ce soit en termes de respect des électeurs, des partis, ou même des procédures, ou même de la Constitution, tout est bafoué dans ces législatives et dans la formation du futur gouvernement. C'est n'importe quoi. Les mecs ont bourré les urnes dans l'Assemblée, quoi. Ridicule.
Donc c'est une véritable cour d'école, on a affaire à des gamins, mais on a ici Antoine Léaumont qui est content. Il affirme que voter RN ne sert à rien, voter NFP, c'est s'assurer des victoires. Quelle victoire? Les postes. Eh oui, les postes. Il compare les postes du bureau de l'Assemblée entre 2022 et 2024, et on peut constater que LFI a 3 postes de plus, le RN, qui ici avait obtenu des vice-présidences d'ailleurs, en échange de votes pour soutenir Yael Braun-Pivet. Hein. Chut, faut pas le dire. Donc le RN a complètement dégagé du paysage du bureau politique. Le LFI a gagné 3 postes, ce qui est pas mal puisqu'ils n'ont gagné aucun député, et ils ont servi ici de marchepied aux écolos et au PS qui tirent leur épingle du jeu comme des fous, et qui obtiennent tout un tas de postes, en plus des députés, ils reviennent dans le bureau. Ils avaient un poste de vice-présidence ici au PS, et c'était à peu près tout. Et là, PS 1, 2, 3, 4, 5, ils passent de 1 poste à 4. Et on peut voir que cette alliance du NFP a beaucoup plus servi les intérêts des écolos et du PS que de la LFI, qui certes gagne quelques postes ici dans le bureau, mais perd un député. Et on a ici une illustration du bouquin, enfin de la petite note que je vous avais invité à lire. Simone Veil, la note sur la suppression générale des partis politiques, où elle expliquait que très vite, le parti embrigade ses militants et finit par, quelque part, un peu les lobotomiser, que le parti devient la cause finalement du militantisme, où il faut, où le but principal du parti est de grandir en termes de militants, d'électeurs, de postes, d'obtenir plus de pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, où on voit qu'il a totalement confondu la fin et les moyens. Pour lui, obtenir des postes, au sein d'un truc où de toute façon, ils ont quelques postes parmi d'autres, quoi, c'est une victoire. Obtenir un poste est une victoire. Non, c'est un moyen pour peut-être appliquer une politique. Mais c'est pas une victoire. En plus, ils ont perdu, là, les filles. Ils ont perdu un député. Et ils ont donné de la force à la gauche molle écolo PS. Donc elle est où la victoire? Le type a obtenu un poste. C'est bien, le mec qui l'a obtenu sera mieux payé, on est content pour lui. Elle est où la victoire pour les gens? Elle est nulle part. Voilà. Donc il confond la fin et les moyens. Et il préfère voir le développement du parti, l'augmentation de ses résultats, de ses postes, de son pouvoir, plutôt que des résultats concrets en termes d'application de politique et de programme. C'est un paumé, Antoine. Il est perdu. Des nouvelles de la démocratie. Vous avez ici une comparaison entre la composition de l'Assemblée nationale et la composition du bureau de l'Assemblée, avec les différents postes qui vont animer la vie politique à l'Assemblée. Le NFP est en situation très majoritaire au bureau, la gauche obtient 57% des sièges alors qu'elle ne représente qu'un tiers de l'Assemblée. Quant au RN, il est absent du bureau alors qu'il représente avec ses alliés 25% des députés. Ici, le bloc RN, en bleu marine, il dégage. Et tout ça, évidemment, est fait dans la complicité du RN, qui est très content de ne pas avoir de responsabilité. Hein. Ils se sont torpillés déjà dès le premier tour, hein, en multipliant les renoncements. Au second tour, ils ont fait exprès de mettre des candidats merdiques. Vous n'allez pas me dire qu'un parti comme le RN, qui est en croissance, qui se présente aux élections, qui ont des députés, etc., ils ne peuvent pas avoir, ne serait-ce qu'un organisme de sélection potable des candidats, savoir quelle est la valeur des gens à qui ils donnent une investiture. Ils se retrouvent avec des types qui sont complètement aux fraises. Il y avait un mec sous curatelle. Enfin, c'est quand même un minimum, quoi. Et puis les candidats, ils pourraient les former. Vous allez passer dans les médias, on sait qu'on va vous piéger sur des trucs à la con autour du racisme, les grands classiques. Peut-être qu'on peut donner quelques éléments de langage, former un peu les gens, leur parler aussi du programme, parce que certains, ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas au courant du programme, ils ne savaient pas ce qu'ils défendaient. Ils étaient incapables de s'exprimer dans les médias. Donc ils ont fait les fonds de tiroir. Un parti comme le RN qui fait 30% des voix n'est pas foutu de trouver 500 personnes potables à présenter. Donc ça, c'est fait exprès. Donc au premier tour, on se torpille, on fait des renoncements. Second tour, on se torpille en sortant les candidats merdiques. Regardez comme ils sont merdiques, nos candidats. Hein, et on peut en faire toute la semaine là-dessus. Et puis ensuite, une fois qu'on est élu, oh bah vous comprenez, on n'a pas la majorité. On comptait, on espérait avoir la majorité. D'ailleurs, Bardella, il avait dit, si on n'a pas la majorité absolue, on refusera un éventuel poste de ministre qui nous serait proposé par le président. Donc quand bien même ils arrivaient en tête dans les législatives, ce qui est le cas, c'est le premier parti à l'Assemblée. Ce serait énorme que Macron leur propose, vous êtes le premier parti, formez un gouvernement, démerdez-vous. Ils disent, ah non, on a dit que on fait pas, voilà. Sympa pour les électeurs. Et puis ensuite, on se bat pas non plus pour obtenir des postes, on s'en fout. Vous les entendez, vous, le RN, réclamer de créer une coalition autour d'eux, puisqu'après tout, ils sont le premier parti au Parlement. Vous les avez entendus se plaindre de ne pas avoir de poste au bureau.
Donc ils sont marginalisés dans leur truc, voilà. 126 députés qui vont servir à rien, ou pas grand-chose, et qui s'en foutent. Ils veulent pas gouverner. Il y en a d'autres, hein, d'ailleurs, qui veulent pas gouverner. C'est le NFP. Parce que vous n'allez pas me dire que tout le foutoir qu'on voit ces 2 dernières semaines, vous n'allez pas me dire que c'est pas fait exprès. Hein, on est au courant, on sait très bien que c'était une alliance de circonstances pour les postes, pour la gamelle, et qu'une fois élu, il est hors de question d'appliquer le programme, il est hors de question de siéger ensemble et de former un gouvernement du NFP. Ça, c'est non. Le PS veut bien si tout le monde se range derrière lui, et la LFI veut bien si tout le monde se range derrière elle, évidemment. Donc ça patauge. S'il n'y a pas de nom, le NFP est mort. Après le retrait de Laurence Toubiana de Matignon, on nous avait proposé Toubiana apparemment. Ça a dû tenir entre le lundi et le mardi, ça je sais plus. Les négociations se tendent encore à gauche. L'alliance de gauche tourne en rond, je n'ai plus de mots, confie un socialiste après l'abandon de Laurence Toubiana, économiste poussé par le PS, rejeté par les Insoumis, car considéré comme trop Macron-compatible. Et même si les mecs ont quand même voté pour François Hollande au second tour. Hein. Et puis là, ils font des petites pudeurs de gazelle. Oh, il a l'air Macron-compatible, là, votre candidat. Et même si les 4 partis continuent de discuter pour accoucher d'un nom consensuel, l'impatience submerge certaines figures du NFP. Elles hésitent même à revenir à la table des négociations. On tourne en rond, ça s'agace un coco. Les écolos n'y voient même plus l'utilité. Pas question d'y aller pour rien. On va pas passer l'été à rechercher un Premier ministre. Faut qu'on aille au JO se faire prendre en photo. Cela fait presque 2 semaines déjà que l'Alliance de gauche a promis de fournir un nom pour Matignon, en vain. On n'arrive pas à débloquer la situation. On peut avoir un programme commun, mais tout n'est pas réglé. Ce sont des questions de stratégie et d'équilibre à l'intérieur de la gauche. La grosse tambouille des partis. Donc là, vous pouvez vraiment aller relire la note sur la suppression générale des partis. Vous avez tous les arguments sous vos yeux. C'est limpide. Au cœur des tensions, le bras de fer interne du NFP entre la France Insoumise et les socialistes, ça je vous en avais parlé. Voilà, la LFI et le PS veulent aboutir, mais à leurs conditions. Et comme ils ne vont pas y arriver, eh bien, le pourrissement va durer. Mais ces tensions et l'enlisement général du NFP populaire dans les négociations ternissent la crédibilité de la gauche tout entière. Il faut qu'on tranche, on devient ridicule, se désole un socialiste. S'il n'y a pas de nom, le NFP est mort. Il faut reprendre la main, qu'avant les Jeux Olympiques, on ait un nom. L'enjeu, c'est de prouver que l'Alliance peut s'accorder dans l'urgence en prévision de l'élection présidentielle de 2027. Alors là, on nous sort encore Duflot, Benoît Hamon, enfin... C'est catastrophique, quoi. L'hypothèse Chassaigne. Donc la gauche bouffe le nez et c'est le festival des noms pour avoir un Premier ministre. Et c'est à tel point qu'on a eu ici Ruffin qui est venu chier... sur le NFP quelque part et toute cette tambouille et ces négociations. On va écouter cette petite minute de Ruffin. La gauche, quelle nullité, quoi. Ça recommence parce que, je le dis, ils ont été nuls pendant 2 ans, ils ont été nuls pendant les 6 mois de campagne européenne, mais là, ça recommence. Ça fait 2 semaines, on n'est pas foutu de donner un nom pour Matignon. Je me dis même maintenant, mais ils aiment perdre, quoi. C'est le choix de la défaite. Ils veulent pas gagner, ils veulent pas gouverner. Quand on représente le peuple, tout ce qu'on peut prendre, on le prend tout de suite, on le prend pleinement, on prend ce qu'on peut prendre. Et là, on le voit qu'ils ne prennent pas, tu vois, il y a la possibilité peut-être au moins d'essayer de prendre le pouvoir, peut-être pas tout le pouvoir, mais des bouts du pouvoir, pour en faire quelque chose. Mais là, ça surnifle, s'il faut travailler que ça soit parfait, que ça soit l'harmonie, on y va à telle et telle condition. Ah, stop, arrêtez le cinéma, vous voulez pas y aller, mais dites-le que vous voulez pas y aller. Et là, on n'essaye rien, hein. On n'essaye même pas, tu vois. Et donc ça, c'est interpellant, parce qu'effectivement, toutes ces circonvolutions pourraient indiquer qu'effectivement, on a, comme je le pensais, le NFP, une alliance de circonstances pour les postes, on fait le sketch quelques semaines, on laisse durer, et puis à la fin, on va chez Macron. Donc Macron affirmait, depuis une réunion de l'OTAN, qu'il ne nommera personne qui remet en cause l'OTAN et l'Ukraine. On avait vu qu'il y avait un autre député macroniste qui disait « on veut bien faire une alliance avec les écolos, mais le nucléaire, il va falloir l'accepter maintenant ». Et donc... le NFP a fini par, apparemment, trouver une candidate qui s'appelle Lucie Castet, Sciences Po, l'ENA, conseillère d'Hidalgo, donc idéale pour couler un pays, ça c'est parfait. La haut fonctionnaire technocrate, dénuée d'indépendance intellectuelle, qui va appliquer des trucs, enfin voilà. Donc on a Lucie Castet. Est-ce que ça va tenir la semaine? C'est pas sûr, hein. Parce qu'une fois qu'on a un nom, on regarde qui c'est, et puis elle a tel ou tel bagage, elle est proche de telle ou telle personne, finalement il nous plaît plus... Et puis, il y a un problème.
Il y a un problème, c'est qu'ils ont que 189 députés sur 280 pour avoir une majorité. Et quand bien même Macron nommerait cette dame première ministre, il faut qu'elle soit validée par l'Assemblée. Donc il faut qu'il y ait une majorité de votants qui la soutiennent. Donc il faut des voix de En Marche, et même de DLR. En Marche seul, ça suffirait pas. Si on regarde là. 604, peut-être Renaissance. Bon, NFP ensemble, ils arrivent à la majorité. Donc il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Et donc les mecs de la LFI qui pensaient tenir la dragée haute à la gauche et représenter la gauche, déjà, ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin pour faire le NFP en catastrophe. Intégrer le PS, les écolos, voilà, bon, on va se calmer un peu, très bien, d'accord. Mais ensuite, à l'Assemblée, eh bien, il va falloir encore mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir obtenir une majorité à l'Assemblée, parce que vous allez être obligé de faire une coalition avec Ensemble ou les Républicains, ou alors le RN. Et comme l'Ensemble veut dégager la LFI, ça va être ce fameux bloc, forcément, qui va apparaître, écolo, PS, Ensemble, LR. Voilà. Et donc tout ça va traîner tout l'été. Quand bien même il y aurait une Lucie Castet qui serait nommée Premier ministre, on trouve pas assez de voix à l'Assemblée pour la confirmer. C'est vraiment dommage. Elle n'arrivera pas à former un gouvernement. C'est con, ça. Donc, à la fin, vous aurez le PS qui, et les écolos, qui, à force de s'engueuler avec la LFI, qui, voyant que les choses sont dans l'impasse, diront écoutez, on a tout fait à gauche pour faire un gouvernement de gauche, mais la situation est telle qu'elle est qu'on va devoir faire autrement, vous comprenez, on doit respecter le vote des Français, on doit aussi être responsable, nous commencerons à devenir ridicules, les Français en ont marre de toutes ces tambouilles, il faut bientôt voter le budget, là à l'automne il faudra voter le budget, il faudra trouver une majorité, il faudra un gouvernement solide. Donc, vous comprenez, le NFP, c'est plus d'actualité, et on va faire une alliance sans la LFI, parce que c'est la LFI qui bloque tout. C'est la LFI qui nous empêche de faire un gouvernement, un programme commun, avec suffisamment de députés pour qu'on ait la majorité. Donc, le RN, on n'en veut pas, la LFI, on n'en veut pas, et voilà, le bloc central. Tout ça, c'est de la posture, tout ça, c'est du sketch. Le NFP est un sketch. Tout ça va finir en eau de boudin. Et à la fin, vous aurez le bloc central. Ça va patauger encore pendant plusieurs semaines, de psychodrame en psychodrame, de pleurniche, tout ça, c'est de la posture. Ils sont au courant qu'ils n'ont pas la majorité. Ils sont au courant que Lucie, quand bien même elle serait nommée, elle n'obtiendra pas une validation par l'Assemblée. Ou alors il va sévèrement falloir baisser son froc. Au mieux, c'est ça, vous avez une ministre nommée par le NFP, mais avec un gouvernement qui intégrera quand même des membres de Ensemble et qui appliquera une politique extrêmement loin du programme de la LFI. Et quand bien même la LFI ferait partie de la combine, ils auront zéro poids politique. Il faudra fermer sa gueule. Vous aurez peut-être une petite mesurette ou deux là dans un coin, histoire de faire passer la pilule, mais 99% du programme passera à la benne. Alors que la majorité de ces gens ont été élus avec des voix du NFP finalement. Le front républicain, les enfants. On va faire barrage à la haine. Voilà où ça les mène. Regardez comment ils se foutent de la gueule des électeurs. Alors vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que lors des élections des présidents et machin, donc ils mettent la petite urne, et puis ils vont voter les uns après les autres, et tout ça est surveillé par, je crois, le Benjamin de l'Assemblée, je crois que c'est ça la tradition. Du coup, on se retrouve avec le député Flavien Termet du RN, qui est apparemment le plus jeune de l'Assemblée, je crois. Et puis quand il passe, il se serre la main, voilà. Et ça n'a pas plu aux députés de la LFI. Oui, ok, c'est ça, très bien. Donc ça n'a pas plu aux députés de la LFI qui en ont profité pour prendre des petites postures de lutte contre l'extrême droite et l'arrivée des nazis, en ne serrant pas la main à ce gars, pour rien, c'est juste pour être mal poli. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit, de toute façon ils vont avoir aucun pouvoir au sein de l'Assemblée, donc c'est totalement ridicule. Et donc là tu as un type qui, il est tout content, il fait sa connerie, le gars veut lui serrer la main, il fait un Shifumi et j'ai les ciseaux, t'as la feuille, on se serre pas la main. C'est assez pathétique et pitoyable, à tel point qu'ils ont été recadrés par Darmanin, qui a encore oublié qu'il avait été élu avec les voix du NFP. Je propose... S'il vous plaît. Allez, un peu de silence. Je propose, Madame la Présidente, pour le bon déroulement de nos séances, que le LFI étant élu avec les voix du Rassemblement National, il pourrait au moins leur serrer la main désormais. Vous vous rendez compte du toupet du mec? C'est pas la LFI qui a été élue avec les voix du RN. Par contre, lui, il a été élu avec les voix de la LFI. Et sitôt qu'il a été élu, il a dit au fait,
je vous dois rien, et puis je vais voter, je refuse de voter la moindre de vos propositions. Qu'elle soit bonne ou pas, j'en ai rien à foutre. Donc là aussi, niveau respect de la démocratie, de l'intérêt général, on est juste dans la tambouille des partis, quoi. Je voterai pas un truc qui serait bien pour le pays, simplement parce que ça n'a pas été porté par la bonne étiquette. Pitoyable. Doublement pitoyable, puisqu'il y a quelques années, la benjamine de l'Assemblée s'appelait Marion Maréchal Le Pen, et qui a refusé de serrer la main à cette dame au moment de voter pour la présidence? Eh bien, notre ami Darmanin, voilà, tous les LR, voilà, pareil, Fillon qui refuse de lui serrer la main, Copé, et c'est la petite posture de merde, tu sais, pour faire croire qu'on a des couilles. On va pas serrer la main à quelqu'un. Bref, on va y revenir d'ailleurs là-dessus. Je pense que la plus forte à ce jeu, c'était Agnès Pannier-Runacher, qui, elle aussi, réélue députée, a refusé de serrer la main du jeune député RN, et elle s'en est justifiée à la télé d'une manière assez lunaire et hypocrite, comme on va le voir. Les filles de l'autre. Vous auriez fait pareil avec un scrutateur et les filles. Vous n'y aurez pas serré la main aussi. S'il s'était prêté à une opération de communication consistant à vous secouer la main pendant de longues secondes et en manifestant une forme, je dirais, de proximité qui n'existe pas, oui, certainement. Je pense que les gens sont capables de distinguer la proximité, l'amitié et la politesse. Par exemple, Manon Aubry, quand elle fait des câlins avec Van der Leyen tout sourire, là, c'est de la proximité. Hein. On est au-delà de la simple politesse de lui dire bonjour. Ben bon. Donc pour Pannier-Runacher, serrer la main du député RN, c'est manifester une forme de proximité factice et il est en train de manipuler l'opinion publique. Qui va bouffer avec le RN? Eh bien des gens comme Macron, comme Édouard Philippe, comme des gens qui sont membres, alors il n'y avait pas Agnès Pannier-Runacher, mais des gens qui étaient membres de son gouvernement et de sa majorité et de son groupe parlementaire. Un seul et même monde, Marine Le Pen et Bardella ont été reçus à plusieurs reprises chez Thierry Solaire, le conseiller multi-mis en examen d'Emmanuel Macron, avec autour de la table Édouard Philippe, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, et d'autres encore, membres des LR ou du gouvernement ou de Ensemble et compagnie. Et donc tu as Agnès qui est au courant de ça, au courant de ce genre de dîner de proximité. Dans la coulisse, ils se tapent dans le dos et ils discutent et tout va bien. Hein. C'était pareil d'ailleurs au Parlement européen entre Mélenchon et Le Pen. Au niveau national, ils se tiraient la bourre. Quand ils étaient au Parlement, bonjour, comment ça va? T'as passé un bon week-end? Tout allait bien. Hein. Alors, c'était de la politesse, certes, mais par rapport au sketch qui nous jouait sur le barrage à l'extrême droite, à toutes les élections et à toutes les sauces dès qu'ils ont un micro, on sent bien qu'ils se foutent de la gueule des électeurs. Édouard Philippe a réagi. On lui a demandé de se justifier sur ces fameux dîners. Le journal Libération révèle ce soir qu'il y a quelques mois, vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information? Oui, c'est vrai. Nous avons dîné parce qu'on se connaît peu. Et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Nous, on bouffe avec eux, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous votez pour eux, si vous votez pour le RN au second tour, vous êtes un nazi. Et puis, la LFI, il faudrait les exclure de l'arc républicain, n'est-ce pas? Il faudrait les exclure du gouvernement, surtout, parce que, bon, ils bordélisent l'Assemblée, c'est des extrêmes. Mais on veut bien bouffer avec eux. On veut pas leur serrer la main. Faut pas voter pour eux, mais on bouffe avec eux. C'est pas un souci. Où est le problème? On discute. Puis on discute de quoi, d'ailleurs? Hein? Jusqu'où ça peut aller, ces discussions? Pourquoi ils discutent? Il le dit, Boulot, vous avez besoin d'un dîner pour constater que vous avez des désaccords. Pourquoi vous avez pris votre temps pour savoir que le RN n'est pas un parti compatible avec vos idées? Vous le répétez à chaque fois dans les médias, faut pas voter pour eux, c'est des nazis. Mais on va bouffer avec eux, on sait pas, on se connaît pas bien, mais si vous les connaissez pas, alors comment vous pouvez dire que c'est des nazis? Vous voyez un peu le problème? Donc tout ça, c'est un théâtre. On se fout de votre gueule. Complètement, à tous les niveaux, et tous. Autre foutage de gueule, la lutte contre le racisme. On avait vu ici cet hurluberlu, Sophie Binet, qui disait on va défendre les valeurs de la République, on s'opposera à toutes les mesures racistes. Alors par contre, il y a un racisme autorisé à gauche. Quelle place vous allez faire à toutes ces personnes, notamment celles des quartiers populaires, qui reprochent quand même souvent à la gauche de les utiliser entre deux tours et de jamais leur faire une place véritablement visible? Parce que quand on regarde quand même la photo de famille du nouveau Front populaire, on peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent
systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le Nouveau Front Populaire. Donc est-ce que ces personnes vont perdre ce sentiment d'être instrumentalisées pour collecter des voix et finalement pouvoir être maîtresses de leur destin? D'abord, je veux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du Nouveau Front Populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. Donc je suis d'accord avec vous. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche. Il y avait trop de blancs sur la photo. Non, il n'y avait pas de personne non blanche. Il y avait trop de blancs. Ah, il y avait pas. Ah, c'est une nuance intéressante. Bah oui, c'est intéressant. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noirs sur une photo? Non, mais vous l'imaginez? Vous savez, vous vous rendez compte? Mais personne n'a dit ça. Mais c'est honteux. Non, c'est pas honteux. Quelle honte. Parler d'antiracisme, c'est honteux. Mais c'est du racisme ce que vous faites. Oh, pauvre petit chou. Charles Consigny est victime de racisme anti-blanc. Oh là là, je suis sûre que votre vie est absolument torturée par le racisme anti-blanc et que vous avez perdu plein d'opportunités. Oui, ça me choque un peu. Quand j'entends qu'une photo... Vous êtes choqué parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de blancs. Gaïa, laissez-le répondre. C'est un langage racialiste. Pauvre petit Charles Consigny qui pleure du racisme anti-blanc. Dire une photo, ça m'a ébloui, je trouve ça très choquant. C'est quand même dingue que ces gens qui passent leur temps à chouiner, à se victimiser sur des histoires de pansements. Hein. Rokhaya Diallo, il y a quelques années, elle chialait parce que les pansements étaient racistes, les lunettes étaient racistes, tout était raciste. Et là, quand on te dit, au fait, votre logiciel racialiste est raciste, il faudrait quand même se calmer un petit peu, quoi. Ah, pauvre petite merde, comment vous vous insurgez qu'on trouve qu'il y ait trop de blanc sur une photo, mais votre vie doit être insupportable, mais elle peut s'insurger du racisme des pansements, ça c'est pas un problème. Donc vous avez des gens qui sont effectivement dans un... Bon après ils s'engueulent, c'est pas très intéressant, vous avez entendu l'essentiel. Donc vous avez le racisme autorisé, qui consiste à dire il y a trop de blancs en fait en France, il y a trop de blancs partout, et dès qu'un truc n'est pas tenu par un noir ou un arabe, pardon, une personne issue de la diversité, parce que là aussi on est bien méprisant et condescendant avec ces gens, eh bien là vous êtes raciste. Autre réaction, alors là on a carrément des indigénistes qui accusent Sophia Aram d'avoir trahi sa race. Écoutez un peu la mentalité de ces gens. Je dirais même que Sophia Aram est beaucoup plus blanche que Blanche Gardin aujourd'hui en fait. Parce que c'est ça, c'est la coloration aussi de ton agenda politique en fait. Pour qui tu roules quand tu dis ce que tu dis. Voilà, Sophia Aram, elle roule pour le pouvoir blanc, on le sait ça. Bon bah donc... Sur la question des concernés et de libéralisme, je sais pas... oui, alors premier concerné, sur autre chose. Moi en tant que... Première concernée issue du monde blanc, Alors là, attention, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous allez voir un exemplaire d'ethnomasochisme exceptionnel. Bah, disons que je peux. Du coup, t'es bien placé pour dire qu'on peut trahir sa classe et sa race. Enfin, pour le coup, je me reconnais dans Blanche, là dont tu viens de parler. Elle est plutôt moins blanche que Sophia Aram, et je dois dire que je me sens blanche comme Blanche est blanche, c'est-à-dire pas très blanche. Enfin, en tout cas, ça a sérieusement augmenté par l'analyse politique décoloniale qui m'a augmenté, Elle est augmentée, complètement augmentée, la dame. Hein. Un logiciel complètement racialiste. Et même raciste, d'ailleurs. Non seulement il présume des opinions des gens en fonction de leur couleur de peau, il mesure le degré de couleur de peau, enfin d'idées politiques associées à cette couleur, et juge les gens en fonction de ça, et donne des bons points et des mauvais points, et on voit à la fin cette dame qui est complètement perdue, qui t'explique qu'elle a été augmentée par une pensée non blanche. Donc c'est raciste, complètement. C'est-à-dire que segmenter les gens en fonction de leur couleur de peau, c'est du racialisme, et hiérarchiser ensuite, ça arrive assez vite en général, hiérarchiser ces différents modèles, ces différentes races, là après c'est du racisme. Et donc là, on a les deux cas, où on a des gens qui ont un logiciel de pensée racialiste et raciste, qui hiérarchisent à la fin et qui sont complètement perdus, et considèrent qu'ils valent mieux que les autres parce que ils ont remis en cause leur blanchité, ça restera à définir. Mais il y a plus grave, puisque vous avez Ouria Boutelja, qui est connu aussi pour ces trucs complètement racistes depuis de longue date, qui s'est exprimée dans un meeting de soutien au Front Populaire, donc dans un truc relativement officiel. Et elle fait exactement la même analyse. Où le système carcéral et la destruction physique des surnuméraires deviendront une menace du quotidien. Lorsque l'innocent électeur du RN vote, c'est ce projet qu'il plébiscite. C'est un acte de guerre, et il faut le nommer pour ce qu'il est. Un acte de guerre contre un dissemblable du point de vue racial, mais un semblable du point de vue de la classe.
Jamais une élection n'aura à ce point démontré le caractère indissociable de la race et de la classe. Les petits blancs qui ont voté extrême droite, tout comme les indigènes qui ont voté FI, ont exprimé à la fois un vote de race et de classe dans le même temps. Je disais dans mon livre « Beauf et barbare » que la classe était une modalité de la race et que la race était une modalité de la classe. Ces élections en ont été la démonstration. Une partie non négligeable des petits blancs, 10 millions, déclassés, paupérisés, ont exprimé leur ressentiment par un choix suprémaciste, raciste, avec lequel ils espèrent préserver un statut supérieur dans la hiérarchie raciale, avec les privilèges qui sont réputés aller avec. Je dis réputés parce qu'ils en ont plus pour longtemps. Quant aux indigènes, plus pauvres tendanciellement que les petits blancs, ils ont exprimé un vote dominé par des affects de race également. Arrachés par une partie non négligeable d'entre eux à l'abstention endémique, ils ont répondu à une promesse de justice et d'égalité raciale. Nous avons donc deux segments du prolétariat français qui, à partir d'une position de classe, font des choix diamétralement opposés de par leurs conditions de race. De telle manière qu'on peut dire que de part et d'autre du clivage racial, il existe une lutte des races côté indigène qui vient renforcer la lutte des classes et donc renforcer le pôle de la gauche de rupture, et une lutte de race côté blanc, petit blanc, qui vient non seulement affaiblir la lutte de classe, mais qui vient même la saboter au profit de la collaboration de classe entre le bloc bourgeois et une partie du prolétariat blanc. Oh, fallait qu'elle rajoute petit à blanc, histoire d'être un peu méprisante. Je comprends pas d'ailleurs le terme indigène, parce que les indigènes, c'est les gens qui vivent là où ils sont, enfin qui sont originaires de leur terre. Les Indiens d'Amérique sont les indigènes des États-Unis. Donc là, les indigènes, c'est qui en France, si ce n'est les petits blancs? Bon, on y revient tout de suite. Elle est dingue, oui, effectivement. Et ça continue aussi dans la presse de gauche avec Mediapart. Mediapart qui explique que malgré des efforts à gauche, l'Assemblée reste blanche, bourgeoise, éloignée de la société mobilisée. Alors qu'il n'y ait pas assez de représentation des ouvriers, des agriculteurs, des chômeurs, des gens qui ne sont pas médecins, chefs d'entreprise ou multimillionnaires, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Mais quel est le rapport avec la couleur de peau? Donc là, l'hémicycle est toujours non paritaire, peu représentatif de la diversité de la société, en décalage avec la réalité économique et sociale du pays, blablabla, et ils se sont mis à compter les noirs. Ah non, pardon, les députés.e.s, machin, avec écriture inclusive, c'est absolument abominable. La France Insoumise est le parti qui compte le plus de députés issus de la diversité, et donc ils segmentent encore dans la diversité, ceux qui sont la diversité diverse, et puis ceux qui sont les ultramarins racisés. Racisés par qui, au fait? Qui c'est qui les assigne sans arrêt à leur race? Donc les Noirs et les Arabes, les pas blancs, et ils comptent les pas blancs dans l'Assemblée, et ils s'insurgent qu'ils ne soient pas assez. Donc là, on a complètement en fait l'idée d'un logiciel anticolonial issu de la culpabilité de la gauche, à mon avis. La gauche n'a de cesse d'assigner les Noirs et les Arabes à leur couleur de peau ou leurs origines. Ils l'ont fait pendant des années, ça a été la justification de la colonisation. C'est la gauche qui a lancé la colonisation au nom de l'humanisme. C'était dans le fameux discours de Victor Hugo au Congrès mondial pour la paix, où d'ailleurs les européistes s'en vantent parce qu'ils promettaient de créer une grande Europe où on ne se ferait plus la guerre, mais on serait tous unis pour aller porter la paix et la technologie et la science au monde entier, qu'une Europe unie dominant la planète. Et il avait eu cette phrase dans son discours: « L'Asie serait rendue à la civilisation et l'Afrique à l'homme ». Et ça a été la mentalité de la colonisation de gauche, où des gens ont dit on va débarquer sur ces terres de sauvages et on va leur apporter l'éducation, la santé, les infrastructures. Voilà, ça c'était surtout côté français. Et on est toujours dans cette condescendance de la gauche vis-à-vis des Noirs et des Arabes, mais pas des racisés et des ultramarins issus de la diversité ou je ne sais pas quelle connerie pudique ils osent encore inventer. Et vous avez par exemple le concept de discrimination positive, qui est un oxymore. Quand on discrimine quelqu'un, ce n'est jamais positif. Une fois de plus, on assigne à la base cette personne à ses origines ou à sa couleur de peau. Et on va dire, puisque t'es une merde, vu que t'es noir, on va t'aider. Tu as le racisme de droite, d'extrême droite, contre lequel ils prétendent lutter et qui disent les Noirs et les Arabes, bon, vous connaissez un peu le discours, ils discriminent, mais ils sont méchants. Alors que le raciste de gauche, il discrimine, mais il est gentil. C'est le même problème. Et donc, c'est peut-être pire, quelque part. C'est peut-être pire parce qu'au moins le raciste de droite, il est honnête. Et il dit « j'aime pas ta gueule, je veux pas te voir, très bien ».
Okay, donc tu sais à quoi t'en tenir. Alors que le raciste de gauche, il te dit t'es une merde, mais comme je suis un grand seigneur, je vais t'apporter l'éducation. Je vais t'aider à obtenir des postes. Je vais me soucier de ta visibilité dans l'espace public. Je vais me soucier du fait que tu aies des pansements qui soient assortis à ta couleur de peau, que tu aies des lunettes qui tiennent sur ton nez. Ouais. C'est grâce à moi. Votez pour moi, votez pour la gauche. Et donc tu as des gens qui sont complètement dans un logiciel raciste au dernier degré et condescendant, et qui assignent les gens à une victimisation permanente, parce que je pense que le plus gros dégât du racisme n'est pas d'avoir une insulte raciste de temps en temps, n'est pas non plus de faire face à certaines a priori quand il faut trouver un logement, ou quand tu te trouves face à un flic qui fait un délit de faciès et qui te contrôle parce que t'es noir et en survêtement. C'est désagréable, ça c'est sûr, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est quand tu as intégré que tu es noir dans une société raciste et que tu ne peux rien faire et que tout ce qui t'arrive de négatif vient du fait que tu es noir dans une société raciste et tu ne fais plus rien. Et tu deviens une merde, en fait. Et c'est le pire truc que produit la gauche. Cette victimisation et cette assignation permanente à la race, ou à la religion, ou au fait d'appartenir à une minorité quelconque, et qu'on te dise « tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie parce que le monde est méchant contre toi pour une raison que tu ne contrôles pas, que tu ne peux pas changer. Donc il faut voter pour nous. Hein, il faut voter pour nous. T'es noir, on va t'aider. » Voilà. C'est le truc le plus condescendant et dégueulasse qui existe. Mais c'est la gauche antiraciste. On va lutter contre le racisme de l'extrême droite, mais par contre... compter les blancs, les noirs dans l'Assemblée, tout va bien, quoi. Compter les blancs sur une photo, et donc aussi l'absence des noirs, et ramener les noirs à une victimisation permanente, ou les arabes, ou que sais-je, là, tout va bien. Là, c'est normal. Donc on vit dans un monde d'hypocrisie énorme. Et c'est un peu la leçon de ces législatives que j'aimerais vous montrer, à la fois des européennes et des législatives, la duplicité et le foutage de gueule général qui a lieu à chaque élection, où on te sort le barrage à l'extrême droite, à toutes les sauces, alors que la menace d'un gouvernement d'extrême droite, et qui aurait en plus une politique d'extrême droite, qui rappellerait les heures les plus sombres de notre histoire, parce que c'est ça le sous-jacent, ça n'existe pas. Il n'y a pas de parti qui propose ça. On a vu aussi le sketch avec Manon Aubry, qui aime bien faire des grands discours, prétendre qu'elle veut lutter contre la politique en vigueur, changer la vie des gens, critiquer les politiques en place, mais en proposant des solutions inutiles et en étant bras dessous avec ces mêmes personnes qu'elle critique. Et à la fin, elle gagne 15 000 balles par mois et vous revotez pour elle. Pareil aux législatives. Faites attention, on a la menace Le Pen. Bon, on va bouffer avec eux. Hein. Dans la coulisse, tout va bien. On avait vu aussi que le patronat mange de plus en plus avec le RN, de moins en moins un souci, parce que le RN a procédé à de nombreux renoncements dans son programme. Donc on voit que le RN fait aussi semblant de vouloir le pouvoir, mais ne le veut pas. Ils se présentent aux élections, ils prétendent qu'ils veulent avoir le gouvernement, mais en bazardant tout leur programme et en disant si on n'a pas la majorité extrême, absolue, totale, et tous les postes et tout ce que tu veux, ah non, on n'y va pas, on n'y va pas. Et puis alors, une fois qu'ils ont perdu, quand bien même ils sont le premier parti, ils ne réclament pas de former un gouvernement. Ils ne se battent pas du tout pour ça. Jamais vous les voyez essayer de créer des alliances avec les autres partis pour former un gouvernement avec des députés RN. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas. Vous avez un gouvernement qui intègre le parti d'extrême droite caca. C'est pas un problème. Mais là, non, eux, on n'en veut pas. Donc, et le RN ne s'en insurge pas et ne fait aucune démarche dans ce sens. Ils sont virés du bureau, ça les dérange pas. Voilà, on s'en fout. On s'est pas battu pour ça non plus. Mais il y a eu 10 millions d'électeurs, donc le vote des 10 millions d'électeurs, on se torche avec. On va garder les postes, mais on veut pas les responsabilités. Et c'est pareil avec le NFP. On va faire le sketch encore pendant quelques temps, mais de toute façon, on n'a pas de majorité au Parlement. Donc quand bien même on arrive à avoir un nom pour un Premier ministre, ce qui n'est pas encore gagné, hein, eh bien à l'Assemblée, il faudra que celui-ci ait la majorité, pour que son gouvernement existe et se maintienne. Sinon, il y aura une motion de censure très vite, il va dégager. Donc il va falloir faire des arrangements. Donc il n'y aura pas de Premier ministre nommé tant qu'il n'y aura pas une coalition formée qui soit plus large que le NFP pour obtenir cette majorité à l'Assemblée. Donc c'est des gens qui se foutent de votre gueule. Ils savent que tout ça est un sketch depuis le début. Et ils vous ont fait voter dès le premier tour pour des mecs du PS et des écolos, au deuxième tour pour des mecs de droite et d'ensemble qui maintenant se torchent avec vous. Il y a aujourd'hui près de 60% des électeurs dont la vie a été saccagée, a été passée en pertes et profits. Ils avaient voté, ils sont déplacés, ils ont été votés aux législatives. Et puis à force de tambouilles, de renoncements, d'arrangements, de combines, eh bien, on va les marginaliser. C'est ce que disait ce député au lendemain du second tour. Il dit, c'est bon, on s'est arrangé pour que le RN n'ait aucun pouvoir
quand bien même il a obtenu 10 millions de voix et soit le premier parti à l'Assemblée, on a fait en sorte qu'il ne soit pas au gouvernement. Et maintenant, on va faire pareil avec les LFI. On a bien profité de leur voix au premier et au second tour, et on va les dégager maintenant. On va dégager leurs représentants. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on voit? À la fois du côté du RN que du NFP, ces partis soi-disant radicaux, proposant de défendre la veuve et l'orphelin, de défendre les Français, de proposer un changement de politique, eh bien, quand il s'agit d'avoir vraiment le pouvoir, ils baissent leur froc. Ils n'en veulent pas. C'est aussi ce que disait Ruffin. On a l'impression qu'ils ne veulent pas du poste. On a l'impression qu'ils font tout pour le choix de la défaite. Et c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une France qui est totalement saucissonnée, dans les traités européens, dans l'euro, etc., et qui est sur une trajectoire d'endettement public et de problèmes divers économiques que ces gens n'ont pas envie de gérer. Ils n'arrivent déjà pas à se mettre d'accord pour simplement nommer un gouvernement. Ils n'arrivent pas à s'entendre, ils ont eu toutes les peines du monde pour avoir un nom commun pour la présidence de l'Assemblée. Mais ces gars-là devraient trouver des solutions, tout en étant minoritaires en plus, pour le déficit public, pour l'endettement, pour la réindustrialisation, pour les problèmes énergétiques, pour tout ça, alors même qu'ils n'ont plus le pouvoir. Vous avez aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, 80% des textes qui sont des ratifications de règles et de normes européennes. Vous avez quasiment une mise sous tutelle de la France, d'ailleurs. En fait, vous avez une voiture qui fonce dans le mur, et les types te disent on va essayer de choisir le pilote, sauf que ce pilote n'aura... tous les instruments pour diriger la voiture ont été supprimés. Il n'y a plus de volant, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de pédale, il n'y a rien. Tu t'assois dans le siège et tu peux rien faire. C'est ça aujourd'hui la situation. Et ces gens prétendent que en changeant le pilote, on va pouvoir changer la direction de la voiture ou changer la qualité du mur dans lequel on va aller cogner. Et donc la finalité aussi, c'est ça. C'est qu'au lendemain même des élections, le lendemain, 8 juillet, il y a eu une décision qui a été prise pour reconnaître l'existence d'un déficit excessif de la France. Proposition faite au Conseil européen, alors blablabla. Article 1, vu les différents points évoqués, il y a effectivement un déficit excessif qui existe en France dû à une non-conformité aux critères de déficit. Article 2, la décision va être notifiée à la République française, fait à Bruxelles. Voilà. Donc vous pouvez voter pour qui vous voulez, le pouvoir est ailleurs. On s'en fout de savoir qui va être Premier ministre, qu'il soit du RN, du NFP, on s'en fout. C'est ça en fait qui dirige. C'est l'Union européenne, c'est l'euro, et c'est ce carcan duquel personne ne veut sortir, personne n'ose sortir, et personne ne veut hériter de la situation qui a été créée par 20 ans de conneries, même 40 ans de conneries. Donc tout est un sketch où les types font semblant de vouloir le pouvoir, promettent aux électeurs des changements, et ensuite, une fois qu'ils ont été élus, comment on va faire pour se dédire de toute responsabilité, tout en gardant les postes et tout en maintenant les apparences. Donc le RN, il l'a très bien fait. Oh, on n'a pas la majorité, merde. Oh, et puis on est marginalisé, ils veulent pas de nous, c'est très triste. Voilà, fin du bal. Le NFP, ce sera plus compliqué parce qu'ils ont fait plus de promesses, mais à la fin du psychodrame, vous comprenez, au nom de la responsabilité, le respect des Français, les gens en ont marre, il nous faut un gouvernement, il faut être responsable, et ben on va faire le bloc central, écolo, PS, En Marche, LR, et puis on va continuer à appliquer un programme européiste, parce que de toute façon, personne n'a les couilles de remettre en cause ces états de fait. Voilà, donc une élection pour rien, où on se retrouve avec les mêmes, où personne n'a les couilles de renverser la table, donc on garde le même gouvernement, on garde Yael à la présidence de l'Assemblée. C'est dingue hein, quand même, les élections européennes et les élections législatives qui ont suivi n'ont strictement rien changé. La composition du Parlement européen est la même et on se retrouve avec Van der Leyen. Élections législatives dans la foulée, on se retrouve à la fin avec le même gouvernement Attal et Yael, présidente de l'Assemblée, et c'est tout, et voilà. Et à la fin, eh bien, il y aura quand même un gouvernement avec une dominante En Marche, qui ne sera pas forcément dit et assumé, mais ce sera le cas, qui est en fait une dominante européiste. Et tous les électeurs qui ont voté RN, qui ont voté NFP, se sont fait entuber. Bon, mais en tout cas, tous ces gens continueront d'être payés 7000 balles par mois, hein, avec les postes, le prestige, l'image du dirigeant, mais sans les responsabilités qui y vont avec, parce qu'on n'est pas fou. Eh bien, c'est ici que s'achève cette fantastique soirée de bilan sur les élections et sur tous les enseignements qu'on pouvait en tirer. On souhaite quand même une bonne remise en forme à tous les castors et à tous les gens qui ont été malheureusement manipulés dans ces élections. On espère que les gens vont tirer quand même quelques leçons de tout ça et qu'ils vont s'intéresser à remettre en cause la vie politique des partis. Allez lire cette note sur la suppression générale des partis, toujours très instructive.
Je vous invite vivement à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur Twitch, sur Twitter, aussi sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Ça permet de rester en contact. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous pouvez soutenir mon merveilleux travail, comme d'habitude, via Tipeee. Et puis en faisant un tour sur la formidable boutique des artisans, vous avez un onglet nouveautés maintenant, pour retrouver toutes les nouveautés très facilement. Une bonne soirée, et puis à la prochaine, pour toujours plus de singerie, parce que là, c'est parti pour durer. À bientôt.